Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire de présentation des résultats semestriels de la société Poxel. Avant de laisser la parole à Thomas Kuhn, directeur général, Pascal Foucret, vice-présidente exécutive en charge du développement clinique et des affaires réglementaires, et Fanny Boza, vice-présidente finance, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions via l'onglet Questions en bas à droite de votre écran. Je laisse désormais la parole à Thomas. Merci Nicolas, bonjour à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre sur ce call. Je suis donc Thomas Kuhn, le directeur général de Poxel. Et comme Nicolas vous l'a dit, je suis aujourd'hui avec donc, Pascal Foucret en charge du développement clinique et des affaires réglementaires chez Poxel, et également donc Fanny Boza en charge des aspects finances chez Poxel. Alors aujourd'hui, après un commentaire introductif et en particulier un résumé sur ce premier semestre 2023, à la fois en termes corporate et business, Fanny vous présentera donc la revue de nos comptes semestriels pour ce premier semestre 2023. Nous laisserons ensuite la parole à Pascal qui donc vous présentera nos avancements en termes de développement clinique sur donc en particulier nos programmes dans les maladies rares. Et puis ensuite, je conclurai et bien entendu, nous ouvrirons le call aux questions des différents participants. Alors, avant de commencer, voici notre déclaration prospective. Les déclarations prospectives sont donc soumises à des risques inhérents et à des incertitudes indépendantes de la volonté de la société qui pourraient faire en sorte que les résultats ou performances réelles de la société soient sensiblement différents des résultats ou performances attendus, exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. De plus amples informations sont disponibles dans nos derniers documents réglementaires. Alors, je vais donc commencer effectivement par un résumé donc, de ce premier semestre. Comme vous savez, comme annoncé en mars, nous avons donc étendu significativement notre visibilité financière de plus de 2 ans, jusqu'en milieu d'année 2025, grâce à une restructuration de notre dette avec la mise en place concomitamment d'une nouvelle ligne auprès de Iris, en prenant l'hypothèse évidemment de faire un tirage intégral de cette ligne. Cette restructuration de dette repousse donc le remboursement de cette dette au premier trimestre 2025 au plus tard, qui sera donc aligné avec les royalties que nous devrions recevoir de Sumitomo, les royalties nettes, c'est-à-dire nettes de la somme que nous devons donc reverser à Merck Serono. Et donc ça, c'est anticipé pour vraiment être en place sur l'année fiscale 2024 grâce à la très belle trajectoire de vente du produit Twimeg au Japon. En parallèle, comme vous le savez, nous avons donc mis en place une ligne de financement avec Iris qui donc nous permet de faire différents tirages et d'assurer ainsi donc une visibilité financière de la société jusqu'à mi-2025. C'est donc une première étape qui était très importante, comme nous l'avions communiqué en mars 2023, de manière à pérenniser la société et de manière également à pouvoir travailler sur différentes options, et en particulier des options financières et des options de partenariat, pour pouvoir ensuite avancer nos différents programmes et en particulier avancer notre plan stratégique sur les maladies rares. Alors, tout ceci a été rendu, comme je le disais, possible grâce à la très bonne trajectoire de vente de l'imeglimin de Twimeg, donc pour le traitement du diabète de type 2 au Japon. En effet, nous avons vu ces derniers mois et ces derniers trimestres une croissance forte de plus de 23% d'un trimestre à l'autre. Je reviendrai évidemment sur ces éléments-là. Comme vous le savez également, nous avons avec notre partenaire Sumitomo donc communiqué sur une guidance donc pour l'année 2023 d'environ donc 4,2 milliards de yens, ce qui représente donc une croissance de plus de 90% par rapport à ce qui a été donc réalisé par Sumitomo en 2022, ce qui nous donne vraiment une confidence très importante dans le fait que sans cette année 2024, donc dès l'année prochaine, nous pourrons donc atteindre un palier de vente, et j'y reviendrai, qui permettra donc de toucher 10% de royalties et ainsi donc développer donc des royalties nettes pour Poxel et donc en lien avec le remboursement de notre dette. Alors,
Dans les autres updates donc, de ce trimestre, je voudrais faire un petit point, et Pascal reviendra très largement dessus, sur les avancements concernant notre plan de développement. Concernant donc la stratégie dans les maladies rares, et à commencer par l'ALD, nous avons donc continué à préparer très activement nos plans concernant donc des phases 2 de preuve de concept, de manière à démontrer le potentiel de nos produits dans cette pathologie pour lequel il y a donc des besoins médicaux extrêmement forts. Et donc, évidemment, ces études seront réalisées, comme vous le savez, sous réserve de financement additionnel. En parallèle, dans le cadre de ces financements, nous avons participé et avons été donc avons remporté un prix concernant donc un concours qui s'appelle Innov, qui était donc qui va permettre en fait un financement partiel de ce programme dans l'ALD. Et donc évidemment nous travaillons au financement complémentaire, mais ça c'est déjà une première étape intéressante pour le financement de nos programmes de phase 2. En parallèle, nous avons également continué à élaborer notre plan dans une autre pathologie rare, donc qui s'appelle la polycystic kidney disease, autosomal dominant, toujours pour le 770, avec en particulier donc un design bien établi pour nos études de phase 2 et de phase 3. Bien entendu, nous avons continué également à travailler sur le programme pivotal pour le 0,65 dans la NASH, qui reste donc vraiment une partie extrêmement importante de notre stratégie. Comme vous le savez, et nous reviendrons dessus, la réalisation de ces études, de ce programme pivotal, sera fait en lien avec un partenariat. Enfin, nous avons également continué à travailler avec les associations de patients, parce que c'est extrêmement important dans le cadre de notre stratégie des maladies rares. Et en particulier, nous avons travaillé avec 2 associations qui nous ont mobilisés, l'Alex Leukodystrophy Foundation et puis également la United Leukodystrophy Foundation, pour lequel donc, nous avons eu des événements pour présenter nos produits et également être en lien avec les patients. D'un point de vue organisationnel, comme vous le savez, nous avons également continué à exécuter notre réduction et notre optimisation de coûts, ce qui a été initié en fait en 2022. Nous sommes aujourd'hui donc 15 collaborateurs au sein de Poxel, avec l'intention vraiment de préserver les compétences clés pour le développement de nos produits dans les maladies rares. Tout ceci a été également accompagné, comme vous le savez, par du coup une revue des membres de notre conseil d'administration, avec donc aujourd'hui qui est composé de 4 membres. Je propose maintenant de passer à la slide suivante. Alors, pour revenir effectivement sur ces éléments concernant donc notre visibilité financière, comme je le disais donc en introduction et comme communiqué en mars, nous avons donc effectivement travaillé en début d'année sur cette restructuration de la dette de manière à permettre en fait vraiment à étendre la visibilité financière de la société de manière significative jusqu'à donc mi-2025. Comme je le disais, nous avons donc eu un accord avec nos créanciers, que ce soit donc la société IPF, mais également avec les banques auprès desquelles nous avons donc contracté un prêt PGE, pour pouvoir repousser donc le remboursement de nos dettes au plus tard au premier trimestre 2025. Tout ceci évidemment sous la base d'un scénario extrêmement conservateur. L'objectif étant vraiment d'aligner le remboursement de la dette avec, pour Poxel, vraiment le moment où nous commencerons à recevoir des royalties, ce que nous attendons pour l'année fiscale de Sumitomo 2024, puisqu'en effet, suivant la bonne trajectoire de vente de Twilimeg, et j'y reviendrai dans un petit peu plus dans quelques minutes, nous pensons que le produit pourra dépasser le palier de vente de 5 milliards de yens dans cette année 2024, de manière à ce que Poxel puisse percevoir des royalties. Au total, nous serons donc éligibles à 10% de royalties, avec les premiers 8% qui seront versés à Merck, et donc 2% pour Poxel. Et cela également déclenchera un paiement d'étape d'à peu près exactement 500 millions de yens, à peu près 3,6 millions d'euros. Et tout ceci servira donc à initier le remboursement de nos créanciers dans le cadre de cet accord de restructuration.
En parallèle, nous avons également conclu un nouvel accord de financement avec la société Iris pour un montant total de 15 millions d'euros, avec donc un tirage initial donc, de 3,5 millions d'euros. Et puis 2 autres tranches additionnelles donc, de 600 000 euros ont également été tirées. Le reste sera tiré à la seule discrétion de Poxel, je l'ai dit, jusqu'à un montant de 15 millions d'euros. Je propose de passer à la slide suivante. Donc, comme je disais, tout ceci a été rendu possible grâce à la très bonne trajectoire donc de Twimmeg, de la commercialisation de Twimmeg au Japon par notre partenaire. Comme vous le savez, en 2022, Sumitomo avait donc revu sa guidance, ses prévisions de vente, et puis a excédé d'ailleurs ses prévisions de vente de plus de 20%. Dans ce cadre-là, une nouvelle prévision donc, a été émise par Sumitomo pour l'année 2023, qui est à peu près donc, qui est de 4,2 milliards de yens par rapport donc, à peu près 29 millions d'euros, donc une croissance de plus de 90% par rapport à ce qui a été réalisé en 2022. Ceci, comme je le disais, nous permettra de recevoir 8% de royalties. Et c'est pour ça que c'est vraiment en 2024, lorsque nous aurons atteint ce palier de 5 milliards de yens, que là, Poxel pourra commencer à percevoir des royalties nettes positives, à savoir 10% de royalties, avec donc 8% pour Merck et 2% pour Poxel. Les années suivantes, nous continuerons également à recevoir des royalties croissantes à 2 chiffres, donc assis sur ce chiffre d'affaires, ainsi qu'également donc des milestones complémentaires. Alors, comme vous le voyez, effectivement, le produit avance extrêmement bien, la commercialisation du produit avance extrêmement bien au Japon, avec vraiment une croissance de plus de 20% donc, en fait, par trimestre, ce qui a donc amené Sumitomo à effectivement émettre sa guidance de 4,2 milliards de yens, donc de plus de 90% par rapport à l'année 2022. Alors, slide suivante, cette croissance, comment Sumitomo, effectivement, d'où vient-elle? Comme vous le savez, Sumitomo a vraiment une infrastructure commerciale extrêmement performante sur le diabète. C'est vraiment l'acteur numéro 1 au Japon aujourd'hui. L'imeglimin Twimmeg représente un produit extrêmement important pour eux. C'est vraiment le renouvellement de leur franchise. Et donc, actuellement, le positionnement du produit est vraiment là où il gagne des parts de marché. C'est en association avec tous les produits existants aujourd'hui au Japon. En particulier, les inhibiteurs de DPP4, qui restent la classe principale au Japon, puisque 80% des patients ont aujourd'hui un inhibiteur de DPP4. Sumitomo lui-même a un inhibiteur de DPP4, un produit qui s'appelle Equa. Mais également, le produit est extrêmement maintenant bien prescrit en association avec d'autres thérapies disponibles au Japon, et en particulier les inhibiteurs de SGLT2, qui commencent à prendre une part importante au Japon, en particulier grâce récemment à l'obtention donc d'une indication visant à protéger la fonction rénale en fait des patients. Et donc il y a vraiment un intérêt fort à combiner l'imeglimin avec ces inhibiteurs de SGLT2 inhibiteurs. Donc voilà, donc c'est vraiment grâce à vraiment son potentiel d'association qui avait été donc parfaitement démontré en phase 3 et qui est maintenant donc confirmé d'un point de vue commercial. Comme vous le savez, Sumitomo, en parallèle, a également un plan extrêmement important pour pouvoir continuer vraiment à travailler sur le produit et à vraiment avoir une promotion très active sur ce produit-là. Et en particulier, ce qui viendra dans un deuxième temps, dans une sous-population très importante au Japon, qui est donc la population âgée et la population qui souffre d'insuffisance rénale. Il y a aujourd'hui donc une étude de phase 4 qui est en cours, pour lequel donc on attend les résultats à peu près donc en milieu d'année donc 2024, l'année prochaine, pour pouvoir confirmer à la fois le potentiel d'efficacité et de sécurité de ce produit-là dans cette population donc insuffisante rénale et âgée, et ce qui permettra vraiment d'étendre la prescription de l'imeglimin, de Twimmeg à cette sous-population. Avec en particulier donc des recommandations qui seront donc mises à jour dans le cadre d'un processus réglementaire. Donc, ceci renforcera encore plus le potentiel vraiment du produit et ce qui, du coup, drivera vraiment donc à nouveau la croissance de la commercialisation et des ventes donc, du produit au Japon. Je propose de passer à la slide suivante. Donc, comme je le dis, donc d'un point de vue organisationnel,
suite à la restructuration que nous avons menée, nous avons donc ajusté et donc mis en place donc un plan d'économie qui a donc débouché effectivement donc sur une nouvelle structure permettant de garder vraiment toutes les compétences, toutes les expériences nécessaires au développement de nos produits dans les maladies rares. Et donc aujourd'hui, la société compte 15 collaborateurs. Nous avons également profité de cela pour revoir donc la composition du board, avec, comme vous le savez, donc maintenant 4 membres qui composent donc le board. Kozo Baluch ayant été récemment élu donc président du conseil d'administration, avec également Pascal Boissel et Rich Kander qui sont donc membres indépendants de ce board, et moi-même également pour compléter ce board. Voilà, je vous propose maintenant de passer à la partie financière et je vais donc laisser la main à Fanny. Merci Thomas et bonjour à tous. Donc, je vais maintenant effectivement passer en revue les états financiers du premier semestre 2023. Donc, en commençant par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 donc, reflète 148 millions de yens, soit 955 000 euros donc, de revenus de redevance de Sumitomo, qui représentent 8% des ventes nettes de Twinig au Japon. Sur la base des prévisions actuelles, nous prévoyons de recevoir 8% de redevances sur les ventes nettes de Twinig au Japon au cours de l'exercice 2023. Et donc, comme vous le savez, dans le cadre de notre accord de licence avec Merck Serono, Poxel versera à Merck Serono une redevance fixe de 8% basée sur les ventes nettes d'imeglinine, indépendamment donc, du niveau des ventes. Je propose maintenant de passer en slide 13. Donc, comme nous venons de le voir, notre chiffre d'affaires au premier semestre reflète principalement le chiffre d'affaires issu de redevances reçues de Sumitomo, qui représente donc 8% des ventes nettes de Twinig au Japon. Comme indiqué dans la ligne coût des ventes, Poxel verse à Merck Serono une redevance fixe de 8%, basée sur les ventes nettes d'imeglinine, conformément à l'accord de licence de Merck Serono. En tant qu'entreprise de biotechnologie, donc la majorité de nos ressources sont allouées aux activités de recherche et développement. Au premier semestre 2023, les dépenses de recherche et développement sont élevées à 19,3 millions d'euros, incluant principalement la dépréciation du PXL 065 pour 16,6 millions d'euros. Alors, cette dépréciation est purement technique et a pour objectif d'être en conformité avec les normes comptables. Elle tient compte de la nécessité de la société d'obtenir des financements supplémentaires pour poursuivre son plan de développement dans la NASH ou la LD, de sa capitalisation boursière actuelle et du contexte macroéconomique dans lequel elle évolue. Néanmoins, nous considérons que le potentiel du PXL 065 dans les indications ciblées demeure intact et très prometteur. Et en fonction de l'évolution des stratégies de financement et des discussions en cours en vue d'établir un partenariat pour le PXL 065, nous réévaluerons la valeur de cet actif à la fin du second semestre 2023. Le reste des dépenses de R&D sont en baisse, reflétant le plan d'économie de la société. Les dépenses de R&D sont nettes du crédit d'impôt recherche, donc du CIR, qui a généré un produit de 300 000 euros pour le premier semestre 2023, contre 900 000 euros pour la période correspondante en 2022. Les frais généraux et administratifs s'élèvent à 4,3 millions d'euros pour ce premier semestre 2023, à un niveau similaire donc à la période correspondante en 2022. La perte financière s'élève à 3 millions d'euros au premier semestre 2023, contre 1,2 million d'euros au premier semestre 2022, et reflète principalement donc, les intérêts attachés à l'endettement de la société. Donc pour finir sur le compte de résultat, le résultat net de l'exercice clos donc le 30 juin 2023 s'élève à une perte nette de 26,2 millions d'euros contre une perte nette de 13,4 millions d'euros pour la période correspondante en 2022. Passons maintenant à la diapositive suivante. Donc, les immobilisations incorporelles s'élèvent à 19 000 euros au 30 juin 2023 et donc, comme je le disais, reflètent principalement la dépréciation du PXL 065. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 7,6 millions d'euros au 30 juin 2023 contre 13,1 millions d'euros au 31 décembre 2022. La variation de la trésorerie reflète la consommation de trésorerie relative à nos opérations, en partie compensée par le financement avec la ligne IRIS.
Passons donc maintenant à la diapositive suivante. Donc, le total des capitaux propres s'élève à moins 25 millions d'euros au 30 juin, contre 18,2 millions d'euros à la fin de l'année 2022. Donc, la baisse reflétant principalement la perte nette du premier semestre 2023, partiellement compensée par l'augmentation de capital due aux conversions d'Iris. Le total des dettes financières s'élève à 47 millions d'euros, contre 44 millions d'euros au 31 décembre 2022, reflétant principalement 33 millions d'euros de dettes IPF, 6 millions d'euros de prêts PGE et 6,4 millions d'euros de financement IRIS liés à son montant donc non converti en date du 30 juin 2023. Suite à la restructuration de la dette en mars 2023 et le report du remboursement en capital, l'entièreté des dettes IPF et PGE ont été classées en dettes non courantes. Donc, passons maintenant aux états des flux de trésorerie. Donc, la consommation de trésorerie provenant des activités opérationnelles s'est élevée à 7,8 millions d'euros sur le premier semestre 2023, contre 13,3 millions d'euros sur le premier semestre 2022. Les flux de trésorerie provenant des activités de financement s'élèvent à 2,4 millions d'euros au 30 juin 2023, et donc comme l'année précédente, représentant principalement le financement lié à la ligne de financement en fonds propres avec Iris. Donc pour terminer sur cette position de cash, donc sur la base de notre position de trésorerie au 30 juin 2023, du tirage intégral des tranches disponibles dans le cadre du financement de la ligne en fonds propres avec Iris, du plan de recherche et développement actuel, donc excluant les études cliniques de phase 2 sur les biomarqueurs POC pour le PXL 065 et le PXL 770 dans la LD, et d'un contrôle strict des dépenses opérationnelles. Poxel s'attend à ce que ces ressources soient suffisantes pour financer ses opérations et ses dépenses d'investissement jusqu'au deuxième trimestre 2025. Merci de votre attention et je repasse à présent la parole à Thomas. Merci Fanny. Donc comme vous le voyez dans cette slide, vous avez donc notre portefeuille de produits en développement qui représente bien, je pense, les trois piliers de nos stratégies, les maladies rares, la NASH et évidemment le diabète de type 2. Alors, un petit mot concernant la NASH, puisque évidemment le 0,65 représente une opportunité très importante et nous y reviendrons donc pour cette pathologie avec énormément donc de besoins médicaux non satisfaits. Nous avons eu le plaisir d'apprendre au cours de ce semestre et en l'occurrence en juillet 2023 qu'un nouveau brevet a été accordé donc en Europe pour le 0,65 qui décrit en fait une forme spécifique du 0,65, une forme chimique spécifique avec des propriétés uniques. Et donc, ce nouveau brevet, en fait, va permettre de protéger le produit donc jusqu'en 2041 au minimum, avec potentiellement 5 ans supplémentaires en fonction d'une procédure en fait qui permet d'étendre nos brevets. Donc, ce qui fait qu'on pourrait aller jusqu'en 2046, ce qui serait évidemment très positif donc pour le produit en particulier, pour son développement et sa commercialisation dans la NASH, mais également qui pourrait donc protéger son développement et sa commercialisation dans d'autres pathologies, en particulier les maladies rares. Pour rappel, nous avions obtenu en 2022 la même approbation donc aux États-Unis par donc, le Patent Office américain. Alors, je vais maintenant laisser Pascal faire un état donc, de l'avancement de nos différents projets en développement. Pascal. Oui, merci Thomas. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un petit update sur la situation de notre molécule PXL 770 dans deux maladies rares, l'adrénoleucodystrophie et la polykystose autosomique dominante. Diapositive suivante. Donc, je pense que, comme vous le savez, donc l'adrénoleucodystrophie, c'est une maladie monogénique, neurométabolique, qui est liée donc à une mutation d'un gène connu, le gène ABCD1. Ce gène code pour un transporteur peroxysomal qui est spécialisé dans le transport des acides gras à très longue chaîne. Et faute de pouvoir être transporté dans ces peroxysomes où il sera dégradé, ces acides gras à très longue chaîne vont donc s'accumuler dans les cellules et particulièrement les cellules du système nerveux. Alors, ce gène ABCD1, il est localisé sur le chromosome X, donc les hommes sont plus particulièrement affectés par cette maladie, même si les femmes qui sont porteuses hétérozygotes de cette mutation présentent aussi des symptômes qui apparaissent plus tardivement et qui sont globalement moins sévères.
La prévalence donc de l'ALD sur le panel du milieu est d'environ 25 000 patients aux États-Unis et globalement 500 000 dans le monde. Le diagnostic de l'adrénoleucodystrophie est un diagnostic difficile et donc qui pourrait être facilité par la mise en place d'un programme de dépistage à la naissance. Alors cette maladie, notamment l'ALD liée à l'X, elle se manifeste sous différentes formes selon qu'elle atteint plus particulièrement le cerveau ou la moelle épinière ou la glande surrénale. La forme cérébrale correspond à une atteinte de la substance blanche et elle se manifeste initialement par des troubles cognitifs et des anomalies neurologiques, d'évolution qui sont rapidement fatales, avec un premier pic de fréquence chez l'enfant autour de 8-10 ans. La forme médulaire, elle, se développe progressivement à l'âge adulte. Elle correspond à une dégénérescence des neurones de la moelle épinière et elle se caractérise, elle, par des troubles de l'équilibre, de la motricité, des contrôles sphinctériens et elle est d'évolution beaucoup plus lente. Mais à n'importe quel moment, ces adultes atteints d'adrénomyéloneuropathie peuvent aussi développer une forme cérébrale grave, donc ça reste une épée de Damoclès. Et puis enfin, l'insuffisance surrénale, elle va apparaître chez pratiquement tous les sujets au cours de la vie. Diapositive suivante. Alors, donc l'AMP, le 770, donc c'est un activateur, comme vous le savez, direct de l'AMP kinase. C'est la première molécule à être étudiée en pathologie. Et en fait, cette AMP, cette enzyme, joue un rôle de sensor, de l'état énergétique des cellules et permet ainsi d'adapter le niveau de fonctionnement d'une cellule aux ressources énergétiques disponibles dans cette même cellule. Donc, on sait aujourd'hui que le niveau d'activation de la MPK, il est réprimé dans de nombreuses situations pathologiques telles que la NASH, le diabète, l'ALD et la polykystose rénale. Et donc, la réactivation de la MP kinase par le 770 permet de restaurer un certain nombre de mécanismes qui expliquent son efficacité dans de nombreuses pathologies, notamment celles que je viens de citer. Alors, cette diapositive illustre la physiopathologie de l'ALD sur la partie gauche de la diapositive et les effets bénéfiques qui sont obtenus en stimulant la MP kinase, notamment en jouant sur le pool des acides gras, sur l'expression d'un transporteur de la même famille que l'ABCD1 qui est capable de prendre le relais, c'est le transporteur ABCD2, mais aussi sur des mécanismes beaucoup plus généraux, notamment la dysfonction mitochondriale, l'inflammation, la souffrance cellulaire qui sont des éléments très importants de cette maladie. Diapositive suivante. Donc, sur cette diapositive, donc, nous avons longuement étudié donc, les effets du 770 sur des modèles cellulaires, tout à gauche, puis sur des modèles de souris génétiquement modifiés qui sont invalidés pour ce gène ABCD1. Et nous avons pu donc confirmer les effets du 770 sur la forte diminution des acides gras à très longue chaîne, ici complètement à gauche sur les cellules de patients, mais aussi au milieu dans le plasma et dans la moelle épinière de ces cellules génétiquement modifiées. Et nous avons aussi pu montrer le bénéfice obtenu en histologie, ici sur des neurones dans des coupes de nerfs, ou sur des tests fonctionnels qui notamment testent la locomotion et l'équilibre des mots. Des résultats similaires à ceux obtenus avec le 770 ont été aussi obtenus avec le 0,65 et toutes les données obtenues avec ces deux molécules ont fait l'objet chacune d'une publication en 2022. Diapositive suivante. Alors, nous avions donc auparavant évalué le 770 dans l'indication NASH, à la fois en préclinique et au cours de 2 études cliniques de phase 2. Et nous avions pu montrer que les effets du 770 sur la stéatose, sur l'inflammation, sur la résistance à l'insuline et sur le contrôle glycémique dans ces modèles animaux. Ces effets ont pu être reproduits chez l'homme, que ce soit in vitro, donc dans des cellules humaines, ou lors de ces 2 études cliniques de phase 2, ce qui confirme ainsi la prédictibilité des modèles animaux pour cette cible. Donc, ces informations sont importantes parce qu'elles nous permettent d'être quand même plus confiants pour les nouvelles indications, que ce soit l'adrénoleucodystrophie ou la polykystose rénale, pour lequel nous avons obtenu un solide ensemble de données cliniques quant à leur translation en clinique. Diapositive suivante.
Alors, le nombre de molécules en cours de développement n'est pas très élevé dans cette pathologie pour laquelle il n'y a pour le moment aucun traitement. Les deux candidats les plus avancés sont le lériglitazone, qui est un métabolite de la pioglitazone, qui possède une activité donc PPAR gamma, et le produit de Viking Thérapeutique, qui est un agoniste des récepteurs thyroïdiens bêta. Alors, les résultats donc, de l'étude pivotale avec le lériglitazone, donc chez des sujets souffrant d'adrénomyéloneuropathie, n'ont pas permis de conclure formellement à une efficacité dans la forme médulaire, donc AMN, sur le critère principal qui est donc un 6-minute walk test, un test de marche pendant 6 minutes. En revanche, l'étude a montré des signaux favorables sur des critères secondaires ou dans une sous-population de patients, mais surtout a montré la possibilité de retarder l'apparition de la forme cérébrale chez ces patients ayant une forme médulaire, et cette observation fait aujourd'hui l'objet de confirmation en clinique. Le produit de Viking est en cours de phase 1B chez des sujets qui présentent une forme médulaire. Les données précliniques observées avec ce produit ont montré aussi une baisse des VLCFA, mais qui sont moins importantes que ce qu'on a pu montrer avec le 770, et il n'a pas été rapporté de résultats sur l'histologie ou sur les tests fonctionnels. Diapositive suivante. Alors, nous avons prévu donc d'initier en parallèle 2 études de phase 2 identiques, l'une avec le PXL 770 et l'autre avec le PXL 065, afin donc de valider les données précliniques en s'appuyant essentiellement sur l'étude de l'évaluation de biomarqueurs, puisque c'est une étude courte. Alors, nous avons donc, je le rappelle, un IND qui est ouvert aux États-Unis, donc pour les 2 molécules, et puis nous avons aussi pour les 2 molécules le statut de médicament orphelin et la désignation Fast Track. Donc aujourd'hui, l'équipe clinique est prête à initier ces 2 études pour lesquelles il est prévu d'inclure 12 à 24 sujets atteints d'adrénomyéloneuropathie et de les traiter pendant 12 semaines, donc avec l'une ou l'autre des molécules. Et l'évaluation va porter donc sur les paramètres de pharmacocinétique, sur la sécurité d'emploi dans cette population, et puis sur la mesure de biomarqueurs, particulièrement donc les fameux acides gras à très longue chaîne, et puis sur un autre marqueur qui est le neurofilament light chain, qui est un témoin de l'état de santé des neurones. Diapositive suivante. Alors, nous poursuivons aussi pour l'étape suivante notre réflexion donc sur le design le plus adapté pour l'étude pivotale, qui va tenir compte bien sûr de l'histoire naturelle de cette pathologie qui est lentement progressive, de l'expérience du développement avec le lériglitazone, de l'expérience des patients dans les limitations de leur vie quotidienne et bien sûr des contraintes réglementaires. Alors, nous envisageons de réaliser une étude nous permettant dans un premier temps d'obtenir une autorisation dite conditionnelle ou accélérée en utilisant un surrogate, c'est-à-dire un critère qui va être obtenu ici donc lors d'un test qui permet de mesurer l'amplitude des oscillations d'un patient pour se maintenir en position debout. C'est un test qui est beaucoup plus sensible pour détecter et quantifier les troubles de l'équilibre qui sont manifestés dans cette pathologie. Cette première partie donc sera poursuivie par une seconde partie qui va évaluer donc le critère réglementaire pour obtenir l'approval définitif, à savoir le 6-minute walk test. Et bien évidemment, de très nombreux autres critères, qu'ils soient biologiques, fonctionnels ou d'imagerie, seront évalués donc au cours de cette étude. Et nous continuons à travailler sur le design, notamment le nombre de patients, les critères d'éligibilité ou d'autres points importants pour cette étude un peu complexe. Diapositive suivante. Donc, le traitement, donc le développement de traitement dans une maladie rare telle que l'adrénoleucodystrophie peut apporter donc une grande valeur pour la société parce que le besoin médical, comme je l'ai dit, est très grand et le nombre de traitements en cours de développement est peu important. Il s'agit aussi d'une opportunité donc commerciale significative compte tenu du prix fort obtenu pour des traitements dans d'autres pathologies ayant une prévalence qui est comparable à l'ALD. Le PXL 770 a fait ses preuves en préclinique dans cette indication et nous avons pu donc confirmer, comme je vous l'ai dit, la bonne prédictibilité des modèles précliniques grâce au développement que l'on avait fait auparavant dans la NASH. Nous nous tenons prêts à initier l'étude dite de preuve du concept et nous continuons de préparer donc les phases ultérieures de développement en interagissant bien évidemment avec nos experts médico-scientifiques et en gardant un lien avec les associations de patients.
Diapositive suivante. Donc là, nous changeons de pathologie et je vais vous parler maintenant donc de cette polykystose rénale dite autosomique dominante. Donc c'est la maladie génétique rénale la plus fréquente qui affecte à peu près 140 000 patients aux États-Unis, à peu près autant en Europe et qui conduit donc à l'insuffisance rénale terminale chez environ 50% des sujets après la cinquantaine. Cette maladie est caractérisée par la formation de multiples kystes qui se développent à partir des tubules rénaux du rein. Donc, et ces kystes vont progressivement se remplir de liquide, ils vont continuer à grossir, ils vont déformer les reins qui deviennent volumineux, comme vous le pouvez voir en bas à gauche, et qui développent aussi des lésions inflammatoires et fibrosantes pour le parenchyme qui reste au milieu de tous ces kystes. Alors, il existe un médicament aujourd'hui approuvé, le tolvaptan, qui est un inhibiteur des récepteurs de la vasopressine et qui est le seul traitement donc disponible ayant montré un effet protecteur qui permet de limiter la progression vers l'insuffisance rénale, mais pas de bloquer tout le processus. Son utilisation de plus est limitée par les risques de lésions hépatiques graves et par des effets indésirables dits aquarétiques, une polyurie très importante qui est inhérente à son mécanisme d'action, puisqu'en fait c'est comme si l'on créait un diabète insipide néphrogénique. Alors le rationnel sur la partie de droite pour cibler la MPK dans cette pathologie est bien documenté dans la littérature. Et les effets attendus donc d'un activateur, ils sont multiples, ils sont à la fois spécifiques de la pathologie en diminuant la voie de l'AMP cyclique, du transporteur CFTR ou de la voie mTOR. Et ils sont aussi, donc ils vont avoir un impact sur la prolifération des kystes et le remplissage des kystes ou des mécanismes plus généraux en renforçant le nombre et la fonction des mitochondries, donc en corrigeant cette dysfonction mitochondriale, en limitant les lésions inflammatoires et profibrosantes qui sont encore très présentes dans cette pathologie. Diapositive suivante. Alors, nous avons étudié donc de façon très extensive les effets du 770 dans les modèles cellulaires, à gauche de croissance de kystes ex vivo, et puis là encore dans un modèle génétique d'animaux qui ont une délétion du gène PKD1, qui est un des gènes majeurs mutés dans cette pathologie. Comme vous pouvez le voir, donc le 770 entraîne une forte suppression de la croissance des kystes ex vivo. Et dans le modèle des souris donc invalidées pour ce PKD1, on peut voir donc une réduction de la taille des reins sur le panel du milieu gauche et puis de la surface des kystes sur les petites photos et aussi des améliorations histologiques et des améliorations de la fonction rénale ici mesurées par l'urée plasmatique. Donc tous ces résultats que nous avons obtenus viennent d'être publiés dans la revue Kidney International. Diapositive suivante. Alors, aujourd'hui, nous travaillons, juste pour vous préciser, sur le programme de développement dans cette indication et nous envisageons donc de commencer par une petite étude de preuve du concept pour évaluer la capacité du 770 à ralentir la croissance des reins, donc le volume total des reins, avant donc d'envisager une étude pivotale. Et cette étude pivotale donc serait à nouveau en deux temps. D'une part, obtenir une autorisation conditionnelle ou accélérée en confirmant l'effet sur le volume des reins après un an de traitement, et puis ensuite poursuivi pendant encore un certain nombre de mois pour confirmer les effets sur la fonction rénale en mesurant donc le débit de filtration glomérulaire qui est aujourd'hui je dirais un critère reconnu dans cette indication. Et bien sûr, le but étant de retarder l'évolution vers le stade d'insuffisance rénale terminale et l'initiation de la dialyse ou l'inscription sur des listes de transplantation. Diapositive suivante. Donc le développement, là encore, de nouveaux traitements dans une maladie rare telle que la polykystose est capital parce que le besoin médical y est encore très grand malgré la présence du tolvaptan qui ne remplit pas, je dirais, qui ne permet pas de combler tous les besoins médicaux parce que ces indications sont sélectives et limitées par le risque hépatique et par les effets indésirables urinaires. Le tolvaptan, comme je l'ai dit, il a démontré qu'il pouvait ralentir la progression vers l'insuffisance rénale, mais il ne permet pas de bloquer tout le processus et donc il y a une large place pour d'autres molécules utilisées en association. Et puis, à l'inverse du tolvaptan, dont l'effet est restreint de par la présence des récepteurs vasopressine et restreint au rein, le 770 pourrait lui aussi avoir un impact
en plus de son effet sur les reins, mais sur les kystes et sur la croissance anormale du volume du foie, qui peut parfois prendre des proportions très importantes dans cette pathologie et être à l'origine de syndromes cliniques chez les patients, motivant des réductions chirurgicales. Donc là encore, tenant compte donc des données précliniques et de la bonne tolérance en comparaison du tolvaptan, le 770 pourrait apporter un bénéfice thérapeutique dans cette pathologie grave. Et là encore, cela pourrait être une bonne opportunité commerciale compte tenu du prix fort obtenu pour des traitements d'autres pathologies ayant une prévalence comparable. Diapositive suivante. Voilà. Je vais rendre la parole à Thomas pour conclure. Merci beaucoup, Pascal. Alors, diapositive suivante. Effectivement, donc, si on devait résumer cette première partie de l'année, ça a été marqué donc, par la restructuration de notre dette, qui donc a été facilitée par cette trajectoire de vente en forte croissance de TWYMEEG, notre produit dans le diabète, et qui renforce bien évidemment notre confiance que les redevances donc, sur ce produit généreront des flux de trésorerie futurs substantiels pour Poxel. Cette restructuration, combinée donc à la mise en place de cette ligne de financement en fonds propres avec Iris, étend considérablement notre visibilité financière donc jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2025, à peu près donc milieu d'année 2025. Tout ceci, comme je le disais, a été rendu possible grâce vraiment à cette très forte croissance que l'on anticipe continuer dans les années à venir, donc de la commercialisation de TWYMEEG au Japon par notre partenaire Sumitomo. En parallèle, donc, de soutenir cette croissance et de soutenir notre partenaire donc dans la performance du TWYMEEG au Japon, nous avons donc continué, bien évidemment, à bâtir notre stratégie de développement, en particulier donc, dans les maladies rares et la NASH. Comme Pascal vous l'a présenté, nous avons donc continué à préparer nos études donc dans l'adrénoleucodystrophie, ces études de phase 2, de manière à confirmer le potentiel de nos produits, sous réserve bien entendu de financement complémentaire, étant entendu qu'une première partie donc, a été apportée et ayant été lauréat donc, de ce concours Innov, une aide financière donc, nous aura été débloquée. Il faut donc maintenant continuer à trouver des nouveaux moyens de financement pour pouvoir amorcer et initier ces études. Dans la DPKD, comme Pascal également vient de le décrire, nous avons donc également travaillé sur le programme de développement et en particulier la prochaine étude, donc qui pourrait être une étude de phase 2 visant à confirmer le potentiel du produit, à la fois en termes d'efficacité et de sécurité. Et puis, bien évidemment, nous continuons également à travailler et à avancer, à maintenir des discussions également, que ce soit avec les KOL, mais également avec des partenaires potentiels, pour le développement du PXL 065 dans la NASH, avec, comme je vous le disais, donc, cette protection additionnelle qui nous a été accordée via ce nouveau brevet, à la fois aux États-Unis, mais en Europe, qui donnera donc une protection au minimum jusqu'en 2041. En parallèle, comme je le voulais également décrire, nous avons donc adapté les ressources donc de la société de manière à la fois alléger la structure, de réaliser des économies, tout en maintenant cette expertise nécessaire au bon développement de nos produits dans les maladies rares, mais également dans la NASH. Alors, pour conclure, je voudrais vous rappeler donc, que notre mission est donc de développer, de commercialiser des thérapies innovantes pour les patients qui souffrent de maladies chroniques et rares, graves, avec donc cette composante métabolique sous-jacente. Pour remplir notre mission, nous disposons donc de solides compétences en R&D afin de construire et de renforcer la valeur de nos actifs centrés sur ces troubles métaboliques rares et également sur la NASH. Aujourd'hui, évidemment, comme vous l'avez compris, nous sommes focalisés sur la recherche de nouveaux financements et de nouveaux partenariats pour pouvoir poursuivre nos stratégies dans ces maladies rares et dans la NASH. Et donc, je tiens à remercier nos collaborateurs talentueux pour leur énergie, pour leur engagement dans cette période particulière et bien évidemment également les patients et les médecins qui ont participé et qui participeront à nos études cliniques. Enfin, je tiens à vous remercier pour votre soutien continu en tant qu'actionnaire. Voilà, je propose maintenant de rester avec nous pour la session donc, de questions-réponses. Et donc, le modérateur, Nicolas, va vous donner toutes les instructions nécessaires afin de poser vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation. Avant d'entamer la session de questions-réponses, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions via l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran.
Alors, nous avons beaucoup de questions, notamment concernant la dépréciation du PXL 0,65. Alors, j'en choisis une, mais de toute façon, toutes les questions sont à peu près équivalentes à ce sujet. Quelles sont les raisons exactes sous-jacentes à la dépréciation de l'actif incorporel du PXL 0,65? Est-ce que cette dépréciation s'est faite sur recommandation de vos commissaires aux comptes? Alors, effectivement, on a vu que c'était un point effectivement qui a généré beaucoup de questions, hein. Alors, pour être très clair, et comme Fanny a expliqué, mais je vais y revenir et après je laisserai à nouveau la parole à Fanny. C'est vraiment, je dirais, vraiment une procédure technique qui a été donc dictée pour se mettre en fait en conformité avec la norme. De manière très simple, hein, la capitalisation boursière de la société ayant été diminuée ces derniers mois, autour de 18 à 20 millions, il était donc difficile de conserver donc, dans nos actifs une valeur d'un peu plus de 16 millions donc, pour le PXL 0,65. En l'absence, évidemment, d'un cash renoué suffisant pour pouvoir poursuivre son développement ou d'un partenariat. Donc, effectivement, en accord avec nos commissaires aux comptes, puisque c'est quelque chose que nous avons discuté régulièrement ces dernières semaines, derniers mois avec eux, nous avons donc pris de faire ces dépréciations uniquement d'un point de vue technique, hein, pour se conformer à la norme, et je laisserai Fanny compléter cela, étant entendu que c'est vraiment fait en complète indépendance par rapport à la stratégie donc sur ce produit-là. Et cette stratégie, pour rappel, hein, nous continuons vraiment de la travailler, en particulier donc dans la NASH, hein, puisque je vous rappelle que ce produit-là avait donc démontré vraiment un potentiel extrêmement important pour le traitement de la NASH suite à l'étude donc Destiny de phase 2 qui avait montré en particulier des effets extrêmement intéressants dans la fibrose. Et donc nous pensons, hein, et c'est ce que nous avons indiqué également dans nos états financiers, que ce produit donc conserve toute sa valeur par rapport à cet environnement, mais effectivement par rapport à, je dirais, ce contexte général, par rapport à notre capitalisation boursière et par rapport à notre trésorerie, décision a été prise de réduire donc et de déprécier cet actif, étant entendu qu'en fonction du développement donc de nos options financières et nos discussions partenariales sur ce produit-là, cette valeur évidemment sera revue en particulier à la fin de l'année lors de nos comptes annuels. Je ne sais pas, Fanny, si tu veux ajouter quelque chose. Non, je pense que tout a été dit. C'est vraiment le reflet d'une valeur comptable et absolument pas d'une valeur de marché. Et encore une fois, c'est pas une position comptable irrévocable et on reverra ça à la fin de l'année, donc en fonction de l'évolution de nos discussions, comme l'indiquait Thomas. Merci beaucoup à vous deux. Ensuite, nous avions des questions concernant un potentiel partenariat dans la NASH. Alors, il y en a plusieurs, je vous les résume. L'une d'entre elles étant, en cas de partenariat dans la NASH avec le PXL 0,65, allez-vous privilégier un upfront important afin de résorber la dette de Poxel, à défaut de royalties importants? Et ensuite, nous avons une question sur l'horizon potentiel pour un partenariat dans la NASH. Alors, effectivement, donc, comme indiqué dans notre stratégie, hein, nous avons on est vraiment convaincus de l'opportunité du PXL 0,65 dans la NASH. Pour mémoire et pour rappel, hein, parce que effectivement, il y a eu différents résultats hein, depuis qui sont donc tombés dans cet environnement-là. Le PXL 0,65, dans cette étude donc, de phase 2, hein, dont nous avions communiqué les résultats en fin d'année dernière, avait démontré effectivement vraiment le potentiel du produit et en particulier avait vraiment confirmé ce que nous attendions, c'est-à-dire une efficacité qui est similaire au produit dont il est originaire, hein, donc la pioglitazone, avec en particulier un effet fort sur la fibrose qui reste vraiment pour nous l'attribut extrêmement clé dans la NASH, hein, puisqu'on sait que ce sont les patients qui souffrent de fibrose qui vont malheureusement le plus vite évoluer vers la cirrhose et puis des complications et en particulier des cancers du foie, et puis également qui vont développer le plus de complications cardiovasculaires. Donc, il a vraiment un attribut vraiment unique. Et par rapport aux résultats qui sont donc récemment et qui ont été récemment communiqués, je pense que le 0,65 garde vraiment toute sa place. C'est pour ça qu'on est vraiment convaincu de son potentiel, parce que des traitements par voie orale
qui vraiment améliore significativement la fibrose, eh bien c'est sûr que aujourd'hui, peu ont été démontrés, et je pense, comme on vous l'avait montré, que le 0,65, aujourd'hui, parmi tous ces traitements par voie orale, est celui probablement qui a au minimum la meilleure activité donc, sur ce paramètre clé, donc, qui est la fibrose. Alors, en parallèle, comme vous le savez, hein, nous discutons donc avec des partenaires et travaillons également le plan de développement. Et donc, un gros travail a été réalisé par les équipes avec des leaders d'opinion pour bâtir à la fois le plan de phase 3, mais également le plan de phase 4, puisque dans la NASH, on peut effectivement obtenir donc, une procédure accélérée d'approbation qui doit être ensuite confirmée dans un deuxième temps. Évidemment, il nous est difficile d'en dire plus par rapport aux discussions. Je rappellerai par contre un point extrêmement important pour ceux qui ont peut-être moins suivi ce qui s'est passé dans la NASH. Vous avez peut-être vu que donc, le produit resmetirom, donc de la société Madrigal, donc a été, je dirais, confirmé dans son processus réglementaire. Ils vont bénéficier également d'une revue accélérée, ce qui fait qu'on pense que le produit a tout pour être aujourd'hui autorisé en début d'année, donc 2024. Et on pense vraiment que cela va donner vraiment beaucoup de momentum en fait sur la NASH, puisque avec un nouveau produit, évidemment, on s'attend à ce que le produit soit extrêmement prescrit, les patients ayant vraiment un énorme besoin. Et je vous rappelle que le PXL 0,65, non seulement peut être très intéressant donné en monothérapie, mais également présente des caractéristiques très complémentaires du resmetirom. Le resmetirom jouant essentiellement donc, sur la voie des lipides et ayant plus particulièrement, je dirais, une efficacité sur la résolution de la NASH, beaucoup moins dans la fibrose. Là où le 0,65 va jouer donc plus sur la fibrose et également à montrer des paramètres extrêmement intéressants sur l'efficacité de l'insuline, donc de manière très complémentaire avec le resmetirom. Voilà, donc évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons des informations tangibles à partager avec le marché sur ce produit dans la NASH. Et donc, pour répondre au dernier point, évidemment, pour ce partenariat, à la fois en termes de quantum et puis de timing, il est difficile aujourd'hui de partager tout, mais encore une fois, nous ferons état une fois que nous aurons une avancée significative sur ce partenariat. Merci beaucoup Thomas. Autre question concernant le lancement de nouvelles études. Envisagez-vous de lancer des études en attente dans les maladies rares, même si vous ne trouvez pas d'autres financements que les AURA? Et si oui, à quelle échéance? Alors, pour répondre à la question de manière très claire, non. L'objectif, comme nous l'avons expliqué, hein, avec cette ligne donc, de financement avec Iris, qui est à notre main. Hein, l'objectif n'est pas de tirer de manière trop importante sur cette ligne-là, hein, parce que c'est un mécanisme, comme tout le monde le sait, donc, qui est dilutif. Et donc, priorité est vraiment de réaliser, et c'est ce que nous travaillons, et de travailler donc à la fois sur des partenariats et sur des financements non dilutifs, de manière à pouvoir avancer notre stratégie dans les maladies rares. Hein. Donc, c'est vraiment aujourd'hui notre priorité. Et donc, comme vous l'avez compris, nous sommes extrêmement focalisés sur ces différentes options. C'est ce que nous travaillons. Et j'espère pouvoir donner donc, des nouvelles rapidement positives par rapport à la conclusion de ces options. Merci beaucoup Thomas. Autre question que nous avons, cette fois-ci concernant Twimig au niveau clinique. Est-ce que Twimig est également suivi en termes de perte de poids chez les patients traités? Alors, je vais laisser la parole à Pascal, mais je rappellerai que dans notre plan de développement, hein, donc nous avions bien montré en fait que l'iméglimine donc a un effet neutre en fait, de poids, hein, avec pas de perte de poids ni évidemment de gain, ce qui serait extrêmement délétère dans le diabète de type 2. Mais Pascal, je vais peut-être te laisser répondre de manière complémentaire par rapport à ça. Oui, non, tout à fait, Thomas. La réponse est celle-ci. Je crois que dans notre plan de développement, c'est quelque chose que nous avions évalué depuis le début du développement, et que ce soit dans les développements Europe, US ou au Japon, nous n'avions pas mis en évidence d'effet sur le poids. Hein. C'est un effet qui est neutre.
Merci beaucoup à tous les deux. Autre question concernant Twimig, pardon. À ce jour, les livraisons au Japon sont-elles toujours contraintes par les insuffisances de production de Sumitomo? Alors, pour rappel, hein, effectivement, notre produit, donc Twimeg, connaît donc un succès important donc au Japon, hein, et donc dépassant en fait ce qui avait été donc anticipé par notre partenaire Sumitomo. Par conséquent, pour je dirais faire face à cette demande, Sumitomo a mis en place en fait un plan pour augmenter de manière très significative la fourniture en fait du produit. Pardon. Et donc aujourd'hui, voilà, ils ont, je dirais, considérablement augmenté en fait la capacité en fait du produit, et ceci va continuer en fait sur les prochains mois. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de restriction spécifique pour le produit, pour les patients donc qui prennent aujourd'hui donc l'imeglimin, Twimeg, et pour vraiment continuer à, je dirais, répondre en fait aux attentes du marché, Sumitomo donc a travaillé, a mis en place différentes mesures, ce qui fait que vraiment ils pourront répondre de manière, je dirais, sans aucun problème en cas de très forte demande du produit dans les prochains mois, en augmentant actuellement donc la capacité de production et de fourniture donc du produit au Japon. Merci beaucoup Thomas. Autre question concernant Twimig. Lorsqu'un seuil commercial est franchi, la rémunération complémentaire, soit le nouveau taux, s'applique-t-il de façon rétroactive sur le chiffre d'affaires de l'année en cours? Absolument. Lorsque donc on raisonne par année fiscale de Sumitomo, et lorsque effectivement un palier a été atteint, le nouveau taux s'applique donc à l'intégralité du chiffre d'affaires de cette année fiscale. Merci beaucoup. Dernière question concernant Twimig. Quid de l'avenir du produit hors du Japon? Alors, effectivement, et je vais peut-être en profiter peut-être pour effectivement de faire un update un peu plus complet, puisque nous avons également différentes questions par rapport à ça. Comme annoncé, comme vous l'avez précédemment annoncé, bon, évidemment, ce succès au Japon, ça permet vraiment, je dirais, de faire rebondir effectivement les discussions partenariales, et en particulier, donc, comme on l'avait déjà précédemment annoncé, dans des territoires où on va pouvoir utiliser à plein donc le dossier qui a servi à l'enregistrement du produit au Japon. Donc ça, ce sont spécifiquement voilà, des territoires tels que par exemple donc, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord. On a beaucoup de questions par rapport à l'Inde, c'est également le cas en Inde et dans d'autres territoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui donc en discussion très active avec des partenaires potentiels sur ces territoires, où ces partenaires vont pouvoir, je dirais, avoir ce qu'on appelle un programme de bridging vraiment très limité pour pouvoir enregistrer le produit dans ces territoires, c'est-à-dire que très très peu d'activités seront nécessaires. Au contraire d'autres territoires tels que par exemple aux États-Unis, où là on le sait, la FDA demande, malgré ce qui se passe au Japon, toujours de réaliser des études conséquentes donc sur des patients américains. Donc c'est pour ça qu'on se focalise vraiment sur ces territoires dans ces discussions donc très actives avec ces partenaires potentiels. Voilà, donc un mot additionnel, puisque on a eu effectivement différentes questions. On est effectivement parfaitement au courant de ce qui se passe aujourd'hui en Inde. On a discussion avec donc les sociétés qui aujourd'hui certaines donc commercialisent le produit en Inde. Cette commercialisation, elle est extrêmement restreinte puisqu'elle peut uniquement se cantonner à une indication en monothérapie, puisque toute autre indication tomberait en fait sous nos brevets, d'où des discussions qui sont actuellement en cours en parallèle donc de discussions sur les autres partenaires, sur les autres territoires. Et évidemment, nous ne manquerons pas également de tenir le marché au courant dès que nous aurons donc des avancées significatives sur ces différents partenariats, que ce soit donc l'Inde ou les autres territoires mentionnés. Merci beaucoup Thomas. Autre question. Compte tenu du contexte, avez-vous réfléchi à un spin-off des activités avec d'un côté la création d'un véhicule où serait logé Twimig et la dette, et de l'autre côté le pipeline qu'il faudrait financer avec de nouveaux investisseurs?
Alors, je dirais que effectivement, ça fait partie des prérogatives du conseil d'administration de réfléchir aux différentes solutions. Et donc, cette solution, effectivement, que vous venez de citer, fait partie effectivement des options qui ont été considérées. Hein, d'avoir donc effectivement, je dirais surtout que ça se prête bien par rapport à différentes considérations, à la fois en termes de développement, en termes de partenariat, en termes d'investissement. Donc voilà, donc ça fait partie effectivement des options que la société a regardées et regarde. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, en fonction du développement des financements et puis des partenariats, donc nous restons avec une structure telle qu'elle a toujours existé. Et ensuite, en fonction de cet aboutissement, nous verrons quelles seront les meilleures mesures à prendre. Mais je vous confirme qu'effectivement, ça fait partie des discussions. Merci beaucoup. Nouvelle question, cette fois-ci concernant le prix Innov. Le versement de ce prix est-il conditionné par la signature d'un partenariat? Non, il n'y a pas de lien en fait avec un partenariat. Par contre, comme je le disais, donc c'est effectivement, alors déjà vraiment, je pense une belle reconnaissance, hein, parce que ce prix-là, c'est non seulement une aide financière, mais c'est également une reconnaissance, je dirais, de ce que nos produits peuvent apporter vraiment à cette pathologie pour lequel il y a un besoin médical considérable. Et effectivement, cette aide financière, comme je le disais, c'est une première partie, hein, qui servira donc en fait au financement de ces études. Mais ce qu'on souhaite bien évidemment, c'est assurer le financement complet de ces études, de manière à démontrer le potentiel de nos produits et amener une solution innovante et safe en fait aux patients. Et donc c'est pour ça qu'en lien avec une précédente question, on souhaite d'abord finaliser nos options de financement pour pouvoir avancer ce développement dans les maladies rares et donc dans cette phase 2 de l'ALD, avec donc en particulier une partie amenée par cette aide financière suite au concours Innov dont nous avons été donc un des lauréats. Merci beaucoup Thomas. Nous allons passer maintenant à quelques questions plus financières. Qu'en est-il de votre cash burn mensuel actuellement? Fanny, je vais te laisser la main peut-être. Oui, alors du coup, en 2022, on était sur un cash burn mensuel moyen de 2 millions d'euros. Et donc du coup, pour l'année 2023, on est plutôt entre 1 à 1,5 million d'euros mensuels selon les mois. Merci beaucoup. Une question cette fois-ci concernant la BPI. La BPI a participé au sauvetage d'Adocia. Vu leur position Poxel, quelle est leur stratégie par rapport à la société? Alors, je suis désolé, j'ai été un peu coupé, mais je pense que la question porte autour en lien avec ce que la BPI a réalisé, Nicolas, chez Adocia. Et donc, voilà. Alors, la BPI reste évidemment notre actionnaire principal, hein, au sein de Poxel. Je vous rappelle qu'ils ont donc soutenu tout le développement de la société depuis quasiment l'origine. Donc, évidemment, voilà, il y a des liens particuliers entre Poxel et BPI France. Donc, voilà, nous nettement au courant de notre situation. Aujourd'hui, comme je disais, on travaille sur différentes options, que ce soit donc partenariat, que ce soit option de financement donc non dilutif, avec donc des options qui avancent. Aujourd'hui, donc la priorité pour Poxel, c'est de conclure au minimum une de ces options. Et donc, nous restons confiants vraiment sur notre capacité à conclure, que ce soit donc partenariat ou ces options financières non dilutives. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment la priorité aujourd'hui, et donc de sortir ensuite par le haut de cette période par nous-mêmes. Merci Thomas. Pouvez-vous donner l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur la charge de la dette IPF pour Poxel? À combien de taux annuels nets sont dorénavant rémunérés les 3 tranches de l'emprunt? Alors, je peux prendre cette question. Alors, les charges d'intérêt d'IPF il y a une partie variable liée à l'Euribor. Donc, à ce jour, l'Euribor qui avait été inclus dans nos prévisions
sont stables. Donc, du coup, aujourd'hui, l'augmentation de l'Euribor n'a pas eu d'impact sur nos prévisions financières. On avait effectivement anticipé que l'Euribor allait monter et atteindre autour des 4%. Donc, nous avions été prudents dans nos prévisions. Merci beaucoup à tous les deux. Nouvelle question. Les anciens membres de votre conseil d'administration sont désormais membres de votre comité consultatif. Ceux-ci sont-ils rémunérés? Alors effectivement, on a donc revu, je dirais, le fonctionnement donc, du conseil d'administration, hein, avec donc 4 membres donc, qui composent le board, Kozo Baluch, donc, qui est donc le nouveau président du conseil d'administration, Rich Kender, Pascal Boissel, donc, et moi-même en tant que membre de ce board. Les 4 autres membres font partie de cette advisory committee et ils ont effectivement accepté de bénéficier d'une rémunération, je dirais, extrêmement réduite par rapport à ce qu'ils avaient, mais ils bénéficient d'une petite rémunération, je dirais, qui est en fonction également de l'activité qui dédie en fait à la société, sachant que vraiment on continue de les mobiliser sur des sujets ad hoc, que ce soit partenariat ou financement en particulier. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question concernant le cours de bourse de Poxel. Malgré tous ces bons résultats annoncés, comment analysez-vous le cours de bourse actuel de Poxel? Je pense que l'essentiel pour avoir été en contact avec de nombreux investisseurs, de nombreux actionnaires, je pense que notre objectif, comme je le disais donc très clairement, il est maintenant que cette restructuration a été réalisée, il est de pouvoir vraiment conclure nos options de financement et nos options partenariales en cours, et au minimum, je dirais une option, et voire même plusieurs. En tout cas, nous sommes focalisés dessus, et comme je le disais, on reste confiant à notre capacité de pouvoir clore de manière positive au minimum une de ces options. Ça nous permettra, et ça l'objectif il est clair, hein, c'est effectivement de pouvoir redémarrer notre stratégie dans les maladies rares, exécuter notre plan, démarrer en particulier notre plan de phase 2 donc dans l'ALD, parce que pour en avoir discuté, on sait que vraiment avoir un news flow, délivrer des catalyseurs dans les 18 à 24 mois, c'est extrêmement important, et je pense qu'aujourd'hui nos produits, en tout cas dans cette pathologie-là, le rationnel fait beaucoup de sens, et donc ça pourrait déboucher sur effectivement des résultats intéressants, donc une création de valeur pour Poxel importante. Donc vraiment, maintenant que cette restructuration est derrière nous, on continue de travailler donc sur ces options, clore ces options pour pouvoir ensuite exécuter nos plans dans les maladies rares, et c'est ça qui permettra de créer de la valeur et donc effectivement à l'action de regagner du terrain par rapport à là où on le mettre aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas. Je crois effectivement que nous avons fait le tour des questions. J'en profite d'ailleurs, je crois que c'était une question qui avait été posée par l'un des participants. La présentation sera bien mise en ligne sur le site dans la journée. Et donc Thomas, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Merci pour avoir posé ces questions. On a vu effectivement qu'il y avait de nombreuses questions. J'espère qu'on a répondu à ces questions, et en tout cas, on continuera de répondre aux différentes questions. Évidemment, il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de questions autour de nos options de financement et de partenariat. Sachez que nous sommes vraiment 250% focalisés vraiment sur l'avancement en fait, de ces solutions. Et j'espère pouvoir revenir rapidement vers vous pour vous donner vraiment un update avec, comme je le disais, donc l'ambition ensuite de redémarrer donc au plus tôt donc notre plan donc dans les maladies rares et la NASH. Et évidemment, nous continuerons de vous tenir au courant de ces différents avancements. En attendant, je vous remercie encore une fois pour votre soutien et je vous souhaite une très bonne après-midi. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.